Les missiles, donc Fire and Forget, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez tirer le missile et ne pas le guider. Alors qu'un Milan, par exemple, fabrication française, il faut le guider. Ou un Erix aussi, fabrication française, très, très bonne arme, il faut le guider aussi. Ça veut dire que vous restez exposé. Même si c'est par caméra, vous restez exposé. Là, vous tirez votre missile Javelin, vous vous barrez. Et donc pour la guérilla, c'est juste parfait. Et le Javelin peut aussi abattre un hélicoptère. Donc c'est un problème. Maintenant, le drone, bah, c'est encore mieux, parce que le missile Javelin, c'est 2000 km. 2000 mètres, pardon, 2000 mètres. 2000 mètres de portée, c'est beaucoup, surtout pour une guérilla. Mais quand vous êtes dans une drone IA, bah, vous avez une portée de 100 km. Donc voilà, votre drone, vous le lancez, il a 100 km de rayon d'action, faites quoi. Et il va frapper. D'abord, il sera beaucoup moins détectable au radar, il pourra voler bas. S'il est abattu, vous en contrebattez parce que vous en avez plein d'autres. Et il va attaquer le tank par le haut. Donc c'est un vrai problème. Et ceux qui vous disent la colonne de ravitaillement russe, elle est protégée parce qu'elle a plein d'armes antiaériennes. Ouais, mais non, parce qu'en fait, par exemple, les S-500, alors les 500, ils sont pas dans la colonne de ravitaillement typiquement, mais les S-500, ils peuvent rien faire contre un drone. Un petit drone, comme le Turc, un petit machin là, qui fait la taille d'une table. Vous avez envoyé un S-500 là-dessus. Et c'est ça le truc, en fait. Et c'est ce qui permet aussi à l'Ukraine d'avoir des cartes en main. Donc voilà, il paraît que les drones turcs ont vraiment bien fonctionné sur les chars russes. C'est vrai ça? Oui, la réponse est oui. Pourquoi la guerre dure aussi longtemps alors qu'il y a un déséquilibre de force colossal? Parce que Poutine ne peut pas vitrifier l'Ukraine. Sinon, ça aurait duré 3 jours. Et Poutine ne peut pas vitrifier l'Ukraine. Il ne peut pas passer tout Kiev à la bombe thermobarique, par exemple. Voilà. Il y a des armes thermobariques qui ont sans doute été utilisées. Hein. Donc les armes thermobariques, qu'est-ce que c'est? C'est des vecteurs qui s'appellent Buratino, Pinocchio, ou Grad, ville, en russe. Et ces vecteurs-là, donc, ce sont des lance-roquettes multiples, des MLRS, donc Multiple Rocket Launcher System, qui lancent des roquettes qui vont d'abord envoyer un nuage d'essence, enfin un nuage de kérosène pour simplifier, et ensuite ils mettent le feu. Et ça crée une dépression, et ça vous explose les poumons. Si vous êtes à côté, vous devenez une boîte de cornets de bif en fait. Et si vous êtes dans un bunker aussi, la dépression fait ça, donc c'est fait pour notamment les unités retranchées dans des fortifications. Et on est quasiment sûr que les Russes en ont utilisé en Syrie, notamment parce qu'il y avait des positions de Daesh et autres qui étaient retranchées. Vous savez qu'il y a eu un scandale, etc., avec Lafarge, tout ça, donc des positions de bunker. Et donc, voilà, les armes thermobariques, Poutine en a peut-être utilisé en Ukraine, mais de façon très modérée, et les Ukrainiens en ont peut-être utilisé, parce qu'ils ont des vecteurs Grad aussi, mais de façon modérée aussi, encore que eux, bon, les médias n'en parleraient pas s'ils le faisaient, donc je pense qu'ils ont forcément la moins plus lourde. Mais dans tous les cas, Poutine ne peut pas vitrifier la zone, c'est aussi simple que ça. Il pouvait déjà pas vitrifier Grozny, en fait, hein. Donc vitrifier Kiev, c'est hors de question. Et tant mieux. Autre question, que penses-tu des liens entre les fils Biden, Pelosi, Kerry avec l'Ukraine? Bah oui, ils en ont tous croqué. Le fils Biden, et pas que Kerry, il y a aussi Mitt Romney, enfin la famille de Mitt Romney, ils se sont tous goinfrés sur l'Ukraine. Et bah oui, c'est un scandale. Et c'est là aussi le contrôle du récit. Si vos médias pro-Biden, pro-Pelosi, bon, Pelosi, c'est sacrée coquine, elle, hein, avec déjà qu'elle fait du délit d'initié, elle a des soupçons de délit d'initié majeurs aux États-Unis. Bah voilà, donc qu'est-ce que j'en pense? Oui, c'était une sacrée machine à laver. Vinny Douglas, je te salue. Selon toi, qui pourrait être le successeur parfait de Poutine? Méga bonne question. Pas Shoigu, voilà, pas Shoigu, clairement. Mais très très bonne question, Vinny. Et tellement bonne que je sais pas y répondre. Enfin, voilà, c'est censé être Shoigu, mais je pense que ça serait une connerie que ce soit Shoigu, vraiment, parce que il a survécu à des purges, ok, mais je veux dire, c'est pas suffisant, quoi. Et il est pas compétent, ce mec. Alors, il a fait des choses bien dans les gestions de crise, etc. Mais bon, sa compétence n'est pas au niveau de gérer la première puissance nucléaire mondiale et le plus grand pays du monde. Gerasimov n'est pas un politique, donc mettre un général qui n'est pas un politique aux affaires, ça serait très complexe. Et Leonid Ivashov, il est trop vieux. Donc Medvedev, il serait pas compétent. Medvedev, vraiment, c'était tant qu'il avait Poutine derrière lui, mais voilà. Donc moi, c'est plutôt même, je serais
prêt à accueillir vos suggestions, quoi. Qui vous voyez comme successeur à Poutine. Mais Shoigu, je pense que ce serait une très très mauvaise idée, honnêtement. Certains parlent d'une prise des États baltes ensuite, ton avis? Oui. Oui, les Estoniens n'emmènent pas large en ce moment, et c'est pas pour rien que l'Estonie a reçu énormément de généraux de l'OTAN. Donc oui, il y a beaucoup de Russes en Estonie, et oui, les États baltes sont sous pression, ça c'est clair et net. Autre question, tu avais dit au live d'avant que la Russie ne pouvait que gagner, un peu beaucoup passionnément, et que c'était une guerre gratuite autofinancée par l'inflation des matières premières. Pourquoi ce retournement? En fait, c'est pas un retournement, c'est vraiment comment on considère gagner. C'est ça que, et je me rends bien compte que j'avais pas été assez clair. Ouais, la Russie gagne là, elle gagne. Lugansk, Donetsk, si on regarde ce qu'on appelle le bas de bilan, t'as quoi à la fin? La Russie gagne. Elle gagne. Elle a encore plus sécurisé la Crimée. Elle a fait sauter le barrage avec l'eau potable. Et elle a maintenant un contrôle quasi total sur le Donbass. Elle gagne. Mais l'erreur, c'est justement de ne pas avoir fait comme George Bush père en Irak, de ne pas avoir dit on fait ça, on a ces objectifs précis, on s'y tient et on ne fait rien d'autre. Or, Poutine est parti avec l'objectif de prendre Kiev, et là, il a perdu. Et le pire, c'est que tout le monde a pu voir que c'était son objectif. Puisqu'en plus, il l'a dit, il a fini par le dire, voilà ma position, vous sortez l'exécutif actuel, vous dénazifiez, bah oui, ça va avec sortir l'exécutif actuel, et voilà, vous sortez Kiev, etc. Donc, il a affirmé cet objectif-là, et cet objectif-là, le monde entier va voir qu'il ne peut pas l'atteindre. Et c'est ça qui fait qu'il a perdu. Parce que politiquement, le monde entier va voir, attends, il a pris le Donbass, il a désenclavé la Crimée, il a remis de l'eau potable en Crimée, il a occupé quasiment tout le littoral ukrainien, etc. Et il va prendre Kharkov, tranquillement, mais il n'a pas atteint Kiev.